Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir confié ce sujet sur les troubles de la cicatrisation cornéenne qui finalement sont une situation que l'on peut rencontrer fréquemment en pratique quotidienne. Donc tout d'abord quelques rappels, la cicatrisation, comment ça fonctionne. Un ulcère peut être une érosion de la couche épithéliale superficielle et n'intéresser que les premières couches épithéliales ou être beaucoup plus profond et intéresser les couches stromales. Généralement, dans les cas d'ulcères aigus, il s'agit d'une situation fréquente qui fait suite généralement à des traumatismes, griffures ou encore corps étranger sous la paupière. Dans ces cas-là, la prise en charge est généralement bien codifiée et aisée par l'ophtalmologiste. Un petit rappel sur la cicatrisation épithéliale, donc en cas d'ulcère, il va y avoir une perte des adhérences entre les cellules qui vont pouvoir migrer le long de la membrane basale, qui ensuite vont reproliférer verticalement et venir combler les défects. Cette reformation du système d'adhésion est nécessaire pour ne plus voir la diffusion de fluorescéine, qui est le cas que l'on peut constater notamment dans les ulcères dendritiques. Pour rappel, un renouvellement épithélial normal dure environ une semaine. Lorsqu'il y a un phénomène traumatique, celui-ci s'accélère pour combler les déficits en 48 heures. La cicatrisation épithéliale nécessite aussi un micro-environnement sain pour éviter de voir apparaître du tissu conjonctival ou encore pire, une kératininisation épidermique. La cicatrisation stromale est également intimement liée à la cicatrisation épithéliale. En effet, lorsque les cellules épithéliales sont exposées, elles vont fabriquer des cytokines qui vont stimuler des métalloprotéases. Ces métalloprotéases sont en fait des enzymes de dégradation de la matrice extracellulaire. On va également voir apparaître des changements phénotypiques au niveau des kératocytes en kératocytes activés, qui à leur tour vont également sécréter et stimuler des métalloprotéases. Également, ces kératocytes vont se transformer en myofibroblastes, qui vont sécréter du collagène 3, qui va être à l'origine des cicatrices cornéennes non transparentes. Les nerfs cornéens ont également un rôle trophique très important à jouer. En effet, il existe une interdépendance entre les cellules épithéliales et les nerfs cornéens. En cas d'anesthésie cornéenne, on aura une raréfaction du film lacrymal, du clignement, et ceci peut mener à un retard de cicatrisation, voire à la perforation cornéenne. Le film lacrymal a également un rôle très important à jouer, un rôle mécanique, un rôle trophique en contenant des facteurs de croissance, un rôle anti-infectieux et anti-inflammatoire. En effet, il permet de diluer les agents pathogènes. Le problème est quand il existe un ulcère de cornée chronique. Cette fois-ci, c'est lié à une rupture en fait, entre l'équilibre synthèse et dégradation de la matrice extracellulaire. À 7 jours, on parlera d'un retard de cicatrisation et à 21 jours, on passera à la chronicité. Dans ces cas-là, on constate un épuisement des cellules souches limbiques et l'exposition stromale pourra mener à une lyse stromale. Les symptômes sont généralement douloureux et pire, ils peuvent être asymptomatiques. Cela peut mener à des complications, la néovascularisation, les amincissements cornéens, voire les perforations, les surinfections avec des abcès ou encore des cicatrices fibreuses. Attention, tout ceci n'est pas un ulcère. Un effet d'Hélène qui correspond à un amincissement cornéen limbique, généralement en regard d'un promontoire conjonctival, comme ici une bulle de filtration, ou encore les effets Pouling qui sont généralement en place d'ulcères cicatrisés. Il existe un amincissement stromal, la fluorescéine se dépose mais elle ne s'imprègne pas. Alors comment traiter un ulcère? Il s'agira bien sûr d'une prise en charge globale. Il faudra avant tout faire le diagnostic étiologique. Généralement, les ulcères chroniques sont plutôt d'étiologie multifactorielle. Il faudra ensuite supprimer tout facteur favorisant, favoriser la cicatrisation épithéliale et faire tout pour limiter la fonte stromale. Un traitement étiologique approprié sera nécessaire lorsque, bien sûr, on aura le diagnostic étiologique et il faudra prendre en charge les complications. Donc tout d'abord, l'examen clinique doit comporter un test de la sensibilité cornéenne en examen des annexes. Il faudra éliminer en premier lieu tous les ulcères infectieux, c'est-à-dire les abcès. Il faudra s'efforcer à rechercher tout ulcère neurotrophique, la iatrogénie, les expositions mécaniques avec les anomalies palpébrales principalement, les syndromes secs faisant suite à des maladies telles que les réactions contre hôtes, les GVH ou encore les syndromes de Gauchereau. Des anomalies cornéennes préexistantes peuvent favoriser la formation d'ulcères, notamment dans le cas de dystrophies comme les dystrophies greffées ou les kératalgies récidivantes. Il faudra également rechercher le déficit en cellules souches limbiques. Généralement, le contexte clinique est assez orientant. On a soit des contextes de brûlures chimiques, soit des patients qui présentent des syndromes de Lyell ou de Stevens-Johnson. Et en dernier lieu, les ulcères inflammatoires avec les moraines, les pseudomorènes, mais également il ne faudra pas oublier les atopies et les rosaces. Donc dans le rapport de la SFO 2015, il y a un très bon arbre décisionnel pour orienter la stratégie diagnostique. Donc après avoir éliminé une infection, il convient toujours de tester la sensibilité cornéenne. Et ensuite, on s'oriente en fonction de la localisation de l'ulcère, périphérique ou central, et enfin de la couleur du fond de l'ulcère, un ulcère à fond blanc ou des ulcères à fond clair. Vous pouvez voir que généralement les ulcères qui sont à fond blanc vont plutôt être des ulcères infectieux ou liés à des rosacées, alors que les ulcères qui vont être à fond blanc sont plutôt des choses infectieuses et à fond clair plutôt des choses inflammatoires. Donc par exemple, devant ce cas de patient qui était porteur de lentilles souples avec une blépharite,
On peut constater qu'il y a de multiples infiltrats périphériques qui prennent plus ou moins la fluorescéine, il y a une bonne appel vasculaire mais sans sécrétion. On s'orientera plutôt sur des infiltrats stériles que des abcès. Deuxièmement, donc supprimer les facteurs favorisants. Les facteurs aggravants, ça veut dire quoi? Ça veut dire stopper la iatrogénie. Il faudra vraiment traquer sur les ordonnances tout ce qui peut être médicaments épithéléotoxiques, donc les collyres bien sûr, mais également les traitements généraux, tous les patients notamment qui sont sous antidépresseurs. Corriger un trouble de la statique palpébrale évident, par exemple chez cette patiente qui avait une paralysie faciale sur un cancer de la parotide. Pour tous, il conviendra de prescrire des lubrifiants. Alors généralement, des agents mouillants sont conservateurs, seront à privilégier. Généralement, tous ces patients ont des dysfonctionnements des glandes de mébomus associés, donc bien prendre en charge également les soins de paupières. Concernant les substituts lacrymaux, on va réaliser plusieurs tests, bien sûr. Le break-up time qui va plutôt orienter sur des collyres favorisant à la couche mucinique. Test de Schirmer pathologique nous orientera plutôt sur l'utilisation de collyres avec rétention d'eau. Et la blépharite nous orientera plutôt à utiliser des collyres de type émulsion lipidique. Ensuite, favoriser la cicatrisation épithéliale. Alors comment? Tout simplement déjà en réalisant une protection mécanique. Alors ça peut être avec des lentilles sous pansement, des verres scléraux, des lunettes à champ humide ou déjà les bouchons méatiques. Il faut savoir y penser, c'est facile à mettre en consultation. Ensuite, la phase d'après va être d'apporter des facteurs de croissance. Cela peut se faire via le sérum autologue et également utiliser les thérapies matricielles comme le calcitol ou encore les greffes de membrane amniotique. Donc un petit mot pour le sérum autologue, c'est un médicament qui est dérivé du sang, qui a son indication dans les GVH, les syndromes secs sévères ou encore les troubles trophiques. C'est en fait le patient va faire une prise de sang et à partir de là on va centrifuger son sang pour en extraire le sérum autologue qui contient des facteurs de croissance et des antiprotéases. Généralement l'instillation est d'une goutte de 4 à 6 fois par jour et la délivrance hospitalière se fait de 1 à 2 flacons par semaine. Ensuite le calcitol qui est de la thérapie matricielle. En fait, tout simplement, ce produit va mimer les paranesulfates qui sont les glycosaminoglycanes qui vont être détruits, va permettre de relier les liens entre les molécules de collagène. Alors attention au niveau de la posologie, c'est une goutte tous les 2 jours, c'est un médicament qui est non remboursé, il faudra bien expliquer aux patients. L'AMM est actuellement dans les ulcères neurotrophiques et les érosions récidivantes. Bon, pour les greffes de membrane amniotique, différentes façons de les réaliser, soit les greffes innées, soit les greffes overlay en patch. Généralement, on réalisera souvent des patchs quand le déficit n'est pas trop important, à viser généralement antalgique, pansement ou encore anti-inflammatoire. Ensuite, limiter la fente stromale. Donc, ceci passe principalement par le fait d'arrêter les interactions entre les épithéliums, l'arme et le stroma. Donc, l'utilisation d'antipansements pour ça est vraiment favorable. Ensuite, on pourra utiliser des antiprotéases. Donc, au rang des antiprotéases, on a les tétracyclines. C'est généralement celle-ci qu'on utilise à dose de 100 mg. On peut faire des cures de 3 mois. On a également l'acide ascorbique ou encore l'acide cystéine. Les anti-inflammatoires sont également utiles, notamment pour limiter la sécrétion de métalloprotéases, avec toujours le risque quand même de limiter aussi les sécrétions de collagène. Donc parmi les anti-inflammatoires qui sont disponibles, les INS ne sont pas ceux qu'on va recommander du fait de leur toxicité épithéliale. Les corticoïdes seront à utiliser généralement plutôt en cours courte, du fait des infections, des risques de corticodépendance, des effets d'inducteurs de cataracte et de tension intraoculaire. S'il y a besoin de continuer l'anti-inflammatoire, on préférera passer au cyclosporine, même si la tolérance est parfois médiocre. Enfin, un dernier médicament possible est la glycyrrhizine, également appelée Keradrop, qui est un anti-inflammatoire de type immunomodulateur qui peut être utilisé notamment dans les phénomènes inflammatoires au long cours, à raison d'une goutte 2 fois par jour. Enfin, le traitement étiologique. Donc, par exemple, pour les syndromes secs, il conviendra toujours de commencer par les règles hygiéno-diététiques, proposer aux patients un sevrage tabagique, la rééducation au clignement, les adaptations du poste de travail, limiter la iatrogénie médicamenteuse, enfin lubrifier, traiter tout dysfonctionnement mémonien. La phase d'après, les lunettes à champ humide, les bouchons méatiques, les lentilles Licardis est possible, et puis enfin, quand on n'y arrive vraiment plus, le sérum autologue et le recours à un médecin interniste peut être utile. Pour les ulcères neurotrophiques, par exemple le cas d'un patient, 75 ans, ulcère neurotrophique avec sur kératite herpétique, donc le traitement lubrifiant et les Trexperos n'ont pas permis de faire cicatriser l'ulcère. Avec une boîte de calcitol donc sur 10 jours, la cicatrisation était complète. Dans les ulcères neurotrophiques, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin chirurgicalement si on ne s'en sort pas, parce que c'est des situations généralement chroniques où les cornées vont s'amincir assez rapidement, donc avec les greffes de membrane amniotique, les recouvrements conjonctivaux et les tarsoraphies si c'est nécessaire. Dans les ulcères inflammatoires, bien entendu, la place de la cortisone est très importante. Il va falloir savoir aussi passer rapidement à des immunosuppresseurs locaux et généraux tels que la cyclosporine pour réaliser une épargne cortisonnée.
Bien sûr, les lubrifiants également seront importants. Le recours au médecin interniste ne sera pas négligé. Il faudra bien penser également à racheter des anti-allergiques chez les enfants. Dans les déficits en cellules souches limbiques, les atteintes palpébrales, comme vous pouvez voir sur cette image, sont généralement associées et qu'on viendra de les traiter. Il faudra lubrifier au maximum la surface, utiliser à nouveau les anti-inflammatoires, les antioxydants, et bien sûr traiter tout ulcère de manière très active chez ces patients qui sont à haut risque de perforation. Bien sûr, le traitement étiologique sera bien sûr la greffe de cellules souches. Enfin, en cas de perforation, pour les petites perforations, on pourra utiliser de la colle cyanoacrylate, des greffes de membrane amniotique plutôt en multicouche. Et pour les perforations de grand diamètre, on sera obligé d'aller greffer ces patients, ce qu'on n'aime pas bien, parce que généralement, ils ont des sécheresses chroniques préalables, des troubles trophiques déjà liés à des kératines neurotrophiques. Donc les risques, c'est que les greffes ne prennent pas. Donc par exemple, le cas de ce patient qui était arrivé, c'était un patient qui avait une chirurgie de cataracte un an auparavant, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc il y avait une perforation paracentrale qui a dû être greffée en kératoblastie transluciente. On préférera mettre des points séparés chez ces patients-là. Une jeune dame qui avait une maladie de Crohn, qui avait présenté cette ulcère de pseudomorène, qui avait mal évolué, perforée. Donc on avait réalisé une petite greffe limbique qui a très bien évolué à 1 an après l'ablation de tous les points. Là, il y a également un patient qui avait présenté un déficit en cellules souches limbiques sur un syndrome de Steven-Johnson, qui avait été greffé pour perforation. Malheureusement, la greffe avait à nouveau perforé. On avait été obligé de réaliser un recouvrement conjonctival pour sauver cet œil unique. Donc, pour résumer, dans une ulcération épithéliale, s'il n'y a pas d'amincissement, on arrête déjà tous les collyres iatrogéniques, on privilégie les larmes, la pommade. On peut réaliser également une fenêtre thérapeutique et débrider les bords d'ulcère lorsque ceux-ci sont enroulés. On pourra avoir recours au cassicole, l'antipansement et les bouchons méatiques de façon assez rapide. Ensuite, le séromotologue, les verres scléraux et les greffes de membrane amniotique qui nécessitent déjà de rediriger le patient généralement vers des spécialistes. En cas d'amincissement, ça sera les greffes multicouches et les greffes lamellaires si on ne s'en sort pas. Et en cas de perforation, comme on disait, les petites perforations, on pourra utiliser la colle cyanoacrylate, les greffes de membrane amniotique multicouches ou encore les greffes transluciantes. Et en dernier recours, le recouvrement conjonctival et bien sûr les viscérations malheureusement qui parfois s'avèrent nécessaires. Le traitement de l'inflammation en parallèle est bien sûr important, à la fois avec les corticoïdes, avec les immunosuppresseurs et les antiprotéasiques. Et en essai clinique actuellement, il y a tout ce qui est les facteurs neurotrophiques, substances P, IGF, NGF, choline, qui sont à l'étude et qui devraient apparaître prochainement sur le marché. Donc pour résumer, un ulcère chronique est un ulcère qui dure depuis plus de 3 semaines. Un ulcère chronique a forcément une composante neurotrophique et une cause généralement multifactorielle. Il faudra en premier lieu toujours éliminer une infection, tester la sensibilité cornéenne, prendre du recul avec l'examen des annexes, parfois c'est évident, il y a un entropion qui gêne, traquer tous les facteurs épithéliotoxiques et suivre les patients jusqu'à leur cicatrisation complète. Voilà, je vous remercie.